À la une de l'actualité de ce 20h, clôture de la 27e session de formation des médecins en chirurgie essentielle. Au total, ils sont 31 médecins venant de 26 districts sanitaires du pays à recevoir ce matin leurs attestations après 6 mois de formation. Images et commentaires à suivre en début de journal. Et puis, le Centre de recherche et d'intervention en genre et développement CRIGED renforce les capacités de plusieurs cadres du ministère en charge de l'éducation nationale ainsi que les membres du cabinet ministériel. Cette formation a concerné les déterminants et manifestations des inégalités de genre. Plus de détails à suivre dans un instant. Et enfin, au Mali, une partie de l'opposition conteste le référendum prévu pour dimanche prochain sur tout le territoire malien. Une partie de cette classe politique craint un renforcement des pouvoirs de l'exécutif. Le point complet à suivre en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et merci de vous informer sur True TV. Les rideaux sont tombés ce jeudi sur la 27e session de formation des médecins en chirurgie essentielle. Après 6 mois de formation théorique et pratique, ils sont au total 31 médecins venant de 26 districts sanitaires du pays à officier leur sortie officielle. Formés en chirurgie essentielle, ces médecins sont désormais aptes à assurer la prise en charge des urgences chirurgicales et obstétricales. Retour sur la cérémonie de remise d'attestation avec Mamidriana Kamabou. 6 mois durant, ces médecins ont appris et réalisé les différentes techniques chirurgicales. Il s'agit entre autres la césarienne, l'appendicectomie, la laparotomie, la réduction et immobilisation de fractures, la réduction de luxation et la cystostomie. En plus, ils ont été aussi capacités sur les éléments de base de la gestion d'une antenne chirurgicale. Leur attestation en main, ces médecins disent être prêts à renforcer les équipes des centres médicaux avec antennes chirurgicales, CMA et les hôpitaux. Au terme de cette formation, en tout cas, on peut se sentir apte à pouvoir en tout cas effectuer les différentes interventions chirurgicales qui nous ont été apprises. Voilà, nous avons les fractures qui peuvent être ouvertes ou bien qui peuvent être fermées. Voilà, et les cystostomies. On a plein de pathologies comme ça qui sont des urgences qui sont prises au niveau des districts sanitaires. Donc aujourd'hui, en tout cas au nom de la promotion, je pense que on peut dire qu'on est apte en tout cas à faire face à ce genre de pathologie désormais. Depuis 1994, le ministère de la Santé organise des sessions de formation de médecins des districts sanitaires en nombre de 31. Ces sessions permettent d'augmenter à 85% le taux des CMA qui disposent désormais d'au moins 2 médecins formés en chirurgie essentielle. Selon le ministre de la Santé, Dr Jean-Claude Cargougou, la formation contribue à l'amélioration de l'état de santé des populations. Elle participe aussi à la réduction de la mortalité générale et à la réduction de la mortalité maternelle et périnatale. Avec cette formation, les femmes n'ont plus besoin d'être évacuées de Solenzo vers Bobo-Dioulasso ou vers Dédougou. Les femmes n'ont plus besoin d'être évacuées de Léo ou de Sapuy vers Ouagadougou, mais elles sont prises en charge au niveau local, au niveau des blocs opératoires de ces districts sanitaires. Cette formation a été financée par la Banque mondiale à travers le projet de renforcement des services de santé. Une composante qui traite la question des femmes, des enfants et des nouveau-nés, à en croire la représentante de la Banque mondiale au Burkina Faso, Maïmouna Mbofam. Le développement du capital humain dans le secteur de la santé pour pouvoir avoir beaucoup de progrès dans la santé de la mère et de l'enfant est essentiel. Et c'est dans ce cadre que ces formations-là sont effectuées. Et nous saluons donc tout le leadership du ministre de la Santé qui vise à faire en sorte que chaque district sanitaire puisse disposer de 2 chirurgiens pour pouvoir rapprocher les services de santé aux populations. Au regard de la situation de crise sécuritaire que traverse le Burkina Faso, la thématique portant prise en charge des thématiques par armes de guerre a été intégrée dans la formation.
Et le Burkina Faso a un nouveau coordonnateur résident du système des Nations Unies. Il s'agit de l'Ivoirien Issa Sanogo qui remplace à ce poste Barbara Manzi, déclarée persona non grata l'année dernière par les autorités burkinabées. C'est une nomination assez médiatisée compte tenu des conditions dans lesquelles son prédécesseur a quitté le Burkina. Le choix d'Issa Sanogo s'est fait dans l'urgence au regard du temps mis pour la désignation d'une personnalité à ce poste. Nous vous proposons de découvrir ce nouveau coordonnateur avec Maxime Jean-Eudes Bambara et Cheikh Omar Ouedraogo. Il aura fallu 6 mois à l'Organisation des Nations Unies pour désigner le successeur de Barbara Manzi à la tête des 33 agences onusiennes au Burkina Faso. Le choix s'est ainsi porté sur l'Ivoirien Issa Sanogo qui, jusqu'à sa nomination, occupait les fonctions de coordonnateur résident humanitaire des Nations Unies à Madagascar. Avec l'expulsion de l'ancienne coordonnatrice du sol burkinabé par les autorités de la transition, les deux parties ont eu du mal à accorder leur violon sur son remplaçant. Pas 2 fois, le Burkina Faso n'a pas approuvé les noms que les Nations Unies lui ont proposés pour la succession de Barbara Manzi. S'il faut attendre le 1er juillet 2023 pour l'entrée en fonction effective du nouveau nominé, tout porte à croire que la partie burkinabé a donné finalement son aval pour le choix de l'Ivoirien. Une nomination qui intervient dans l'urgence du fait que, pour ce type de recrutement, la procédure de désignation dure généralement 1 année, alors que nous sommes à peine 6 mois de vacances de poste de coordonnateur. Pas de temps donc à perdre pour Issa Sanogo, qui doit assurer la coordination des activités de l'ONU dans le pays. Dans le cadre de ses affectations au sein de l'organisation, le nouveau coordonnateur a occupé des postes de direction au sein du Programme alimentaire mondial, PAM. Titulaire d'un doctorat en économie, Issa Sanogo fut chef de l'unité d'analyse économique en Italie et conseiller régional en évaluation des marchés en Thaïlande. Avant de rejoindre les Nations Unies, il a travaillé comme économiste à la Banque mondiale en Guinée. Il a occupé des postes au sein du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Un incendie a ravagé tôt ce jeudi matin un pan du marché Nabia du secteur 29 dans le quartier d'Agnoin de Ouagadougou. Une vingtaine de boutiques ont été ravagées par les flammes qui ont débuté autour de 4 heures du matin. À l'arrivée des sapeurs-pompiers, plusieurs hangars étaient déjà en feu et l'incendie menaçait les autres parties du marché. Mais grâce à leur promptitude, le feu a vite été circonscrit, suivant les explications de l'assistant de police municipale Ousseini Rabo, par ailleurs chef de poste adjoint du marché de Nabia. On a été alerté aux environs de 4 heures du matin. Le marché de Nabia a été à feu. Donc aussitôt on s'est rendu, on a fait le conseil effectivement. Les jeunes, il faut dire qu'on a fait appel à la police scientifique qui était également là sur les lieux. Et à l'heure présente, on ne peut pas vous dire quelle est l'origine vraiment de l'incendie. Peut-être qu'à l'issue de leur investigation et leur enquête, on pourra peut-être vous revenir et vous situer sur les causes de l'incendie. Alors il faut dire que la partie c'est côté sud-ouest du marché qui a été touchée. Voilà. Actuellement, on est toujours en train de recenser les boutiques, mais on a une vingtaine de boutiques qui ont été touchées. Voilà. Donc, ce qui est vendu ici, c'est des marchandises diverses. Alors, vous allez voir des spatules, vous allez voir des tisanes, vous allez voir, voilà. Vraiment, c'est des marchandises diverses qui se vendent ici. Suite de ce journal, dans le cadre du projet d'appui à l'amélioration des droits en santé sexuelle et reproduction en milieu scolaire, le Centre de recherche et d'intervention en genre et développement CRIGED a initié ce matin une séance de formation au profit de 50 cadres responsables des directions et services du ministère en charge de l'Éducation nationale ainsi que les membres du cabinet ministériel. 2 jours durant, les différents participants seront outillés sur plusieurs thématiques en lien avec les déterminants et manifestation des inégalités de genre. Fatimata Ninkiema. Les violences basées sur le genre décrivent tout acte de violence sexuelle, physique ou psychologique, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Elles peuvent se manifester au sein de la communauté, à domicile ou dans les écoles. Peu importe le lieu, elles constituent une violation des droits humains fondamentaux.
Dans les établissements scolaires, ces violences sont de plusieurs ordres et touchent beaucoup plus les filles, à laisser entendre Rawidwende Jérémy Kampaoré, chargé de suivi et évaluation au Centre de recherche et d'intervention en genre et développement CRIGED. Il y a des violences psychologiques, il y a des violences d'ordre sexuel où là-bas le harcèlement, il y a des attouchements que là encore ce sont les élèves filles qui les subissent beaucoup plus. Voilà. Mais au niveau aussi des acteurs, des personnes adultes entre elles, le personnel enseignant par exemple, il y a des violences qui existent aussi entre tous ces agents-là, que nous pensons que sous d'ordre harcèlement sexuel, sous d'ordre violence psychologique, morale. C'est dans l'optique de venir à bout de toutes ces violences que le CRIGED organise cette session de formation au profit de 50 acteurs en charge de l'éducation nationale. L'objectif est de renforcer leurs capacités afin qu'ils soient sensibles au genre dans l'exercice de leurs fonctions et surtout prévenir des cas de violence basés sur le genre, expliqua Rawidwende Jérémy Kampaoré. Nous voudrons que ça les serve au sortir de cet atelier, qu'on puisse remarquer dans leur agir, dans la planification des activités, comme dans la mise en œuvre des activités éducatives, qu'il y ait un changement positif en termes de prévention donc, de ces violences-là. Que chaque acteur à son niveau puisse vraiment être un acteur de lutte contre les violences basées sur les genres et que cela ressorte dans les résultats. Qu'on sente une réduction sensible des différents types de violences que nous connaissons en milieu scolaire. La Direction générale des études statistiques et sectorielles DGES du ministère en charge de l'éducation nationale, représentée à cet atelier de formation par Augustine Kankobo, loue l'initiative du CRIGED. Selon elle, cette formation va permettre aux participants qui sont des responsables de service de déceler les différentes manifestations de violence basées sur le genre, chose qui va leur permettre de travailler à l'éradication de ce phénomène. Le journaliste Ousmane Paré est désormais docteur en sciences du langage. Devant parents, amis, collaborateurs et connaissances, il a soutenu sa thèse de doctorat unique ce matin à l'université Joseph Kizerbo. Il a travaillé sur le thème du discours politique au Burkina Faso, de la révolution démocratique et populaire au régime d'état de droit. Il ressort de ses travaux que parmi les différents discours prononcés par les dirigeants burkinabés, ceux des régimes d'exception ont eu plus d'impact. Plus de précisions avec Annabelle Gambéné et Abdoul Rahimiye. Avec la mention très honorable à l'humanité. Mention très honorable. Ainsi est sanctionné le travail de l'impétrant Ousmane Paré. Il aura donc convaincu le jury sur la qualité de son travail. Désormais docteur en lettres modernes, le journaliste de profession a travaillé sur la pragmatique du discours politique au Burkina Faso de 1983 à 2020. Une étude comparée de l'impact des discours sur la période des régimes d'exception et les régimes démocratiques. Il ressort de l'étude menée par Ousmane Paré que les discours ayant le plus marqué les Burkinabés sont les discours du président Thomas Sankara. Des leçons donc à tirer pour les leaders politiques. Au politique, c'est d'abord d'avoir un travail qui mesure, qui essaie de mesurer un peu l'écart qu'il y a entre leur dire et leur faire, pour qu'on puisse se rendre compte en fait de regard que la population a par rapport à ce qu'ils produisent comme discours. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est aussi de leur donner la température, parce que nous avons fait des enquêtes auprès de la population pour voir comment est-ce que la population appréhende les discours et ce que la population veut surtout dans les discours, pour que on a vu au niveau des enquêtes, les gens disent que pour qu'ils puissent faire ce que quelqu'un dit dans son discours, il faut d'abord que la personne fasse ce qu'elle dit. Donc, les conclusions de ce travail confirment donc les appréhensions selon le directeur de thèse. Le professeur Joseph Paré est désormais conforté dans sa position selon laquelle les régimes d'exception ont impacté positivement les populations par rapport au régime démocratique. Des régimes d'exception, il y a une certaine coïncidence entre le faire et le dire, alors que sous les régimes démocratiques, il y a un hiatus entre le faire et le dire des dirigeants. De sorte qu'on a l'impression que les régimes
non démocratiques, les régimes d'exception, je dirais, nous ont plus fait avancer vers la réalisation d'un certain nombre d'objectifs que les régimes démocratiques. Ici, c'est le discours des hommes politiques qui a été choisi comme cadre d'examen du rapport entre le faire politique et le dire politique. Le désormais docteur en lettres modernes a terminé sa présentation par des recommandations. Pour lui, il faut d'abord que les dirigeants soient exemplaires dans la mise en pratique des décisions contenues dans leur discours. Ousmane Paré soutient également que dans le contexte actuel, le discours est important pour l'engagement des populations contre le terrorisme, mais aussi pour la démobilisation des groupes armés terroristes. Lancé officiellement le 12 juin dernier, le programme d'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire se veut être un modèle économique endogène et inclusif pour chaque Burkinabé. Dans les artères de la capitale burkinabé, bon nombre de citoyens apprécient l'initiative, même si pour certains, il faudrait une gestion transparente de ce projet. Ils s'expriment au micro de Diassibo Oba, Amadou Bourema et Michael Tougri. L'entrepreneuriat communautaire a été lancé ce 12 juin à Ouagadougou par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Le président a profité de l'occasion pour donner l'exemple en souscrivant au programme de l'entrepreneuriat communautaire par l'actionnariat populaire. En effet, l'actionnariat populaire offre aux Burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur la possibilité d'investir dans des projets et des entreprises nationales, leur permettant ainsi de bénéficier des retombées financières sous forme de dividendes. Une initiative saluée par des citoyens. Je pense que c'est très bien parce qu'au lieu de chaque jour dépendre de l'extérieur pour financer nos projets, et si nous-mêmes on se met ensemble pour financer nos projets, je pense que c'est une très belle idée. Si les entreprises sont déjà au niveau local, si c'est des Burkinabés eux-mêmes qui cotisent pour créer leur propre entreprise, il y a un sentiment d'appartenance qui va naître et ce sentiment-là peut les amener à consommer ce qu'ils ont eux-mêmes produit. Et s'ils ont eux-mêmes produit, ça va encore développer, augmenter le PIB. Même d'appartenir à une entreprise communautaire où toutes les races seront réunies déjà, ça prouve qu'il y aura une cohésion, parce que si tu sais que tu es Mossi, Peul, Dagara ou Bissa et que tu sais que tu fais partie de la même entreprise que toute cette diversité, il y a un sentiment de bien-être social, un sentiment de vivre ensemble qui va naître. Certains citoyens burkinabés voient en ce programme un bon moyen pour le pays d'assumer sa souveraineté économique. Cependant, la situation actuelle demande une concentration maximale sur la reconquête du territoire national. Pour Daniel Seni, commerçant, la population fait déjà beaucoup d'efforts pour le fonds de soutien patriotique. Si toutefois il y a la sécurité totale, même si c'est 80%, on peut maintenant parler de ces genres de trucs-là. Sinon, pour le moment, c'est bon, c'est très bien, c'est une très belle initiative. Mais je pense que ce n'est pas le moment de parler. On peut parler comme ça. Déjà, on a demandé de faire des contributions pour les efforts de guerre. Déjà, nous, les Burkinabés ont déjà fait des efforts. Actuellement, même nous, on souffre, ça ne va pas. Mais on sait que nous sommes en temps de guerre, on n'a pas le choix. L'essence est augmentée, la boisson, tous les prix denrées alimentaires sont augmentés. Mais tout ça, c'est à cause de la guerre. Sinon, le projet est bon. Par ailleurs, pour Moussa Nanan, président de la Fédération syndicale des commerçants du Burkina, appeler chaque Burkinabé à investir dans la gestion du pays est une bonne chose, mais il faudra aussi une gestion rigoureuse de tous ces fonds qui seront dégagés à travers l'achat des actions. Pour développer l'économie à travers ce que chacun de nous va contribuer, je pense que ce serait une économie forte. Seulement dit, il faut toujours la bonne gestion. Quoi qu'il en soit, c'est la bonne gestion et la rigueur de la gestion qui fait la bonne chose. Le programme d'entrepreneuriat par actionnariat populaire se veut être un modèle économique endogène et inclusif qui permettra à chaque Burkinabé de participer à la création et au partage de la richesse nationale. Pour cette première étape, 4 projets sont soumis à la souscription par actionnariat populaire. Ce sont donc la construction de 2 usines de transformation de tomates, la mise en place d'une société minière semi-mécanisée de transformation de l'or. À cela s'ajoute aussi la mise en place d'un projet de mécanisation et d'intensification agricole et le lancement d'une centrale d'achat.
Nous évoluons en musique dans ce journal dans la perspective de promouvoir la culture burkinabé à l'international. L'association Dambé, en partenariat avec d'autres structures, organise une tournée internationale pour des artistes burkinabés dénommée le Burkina Faso à la conquête du monde. Prévu pour débuter en Europe, le comité d'organisation a annoncé les couleurs face à la presse. Cette tournée connaîtra la participation de grands noms de la musique burkinabé, à l'image de Kayaoto, Amzi, Nabaloum et bien d'autres qui entendent se produire au plan national à partir du 21 juin prochain en marge de la fête de la musique. Amadou Bourema. La musique du Burkina Faso à la conquête du monde, c'est l'objectif recherché par l'association Dambé. En effet, à l'occasion de la célébration de la fête de la musique, elle a dévoilé le chronogramme du dit événement. Les artistes comme Kayaoto, Amzi, Nabaloum et Kerisbi se produiront le 21 juin à l'espace Gambidi. Et le 24 juin, Freeman Tapili, Achille Ouattara s'ajouteront à la liste et seront du côté de l'Europe pour hisser le drapeau burkinabé. Pour Idrissa Sawadgo, connu sous le nom de Freeman Tapili, coordonnateur du projet, ces concerts prévus en France sont des portes de sortie de la musique burkinabé vers le monde entier. L'objectif, c'est de faire sortir notre musique hors du Burkina Faso. Voilà, c'est aller sur les scènes professionnelles, aller à la conquête du reste du monde. La France est pour nous la porte d'entrée. Sinon, quand nous sommes en France, il y a des dates de Belgique, du Canada, etc. Mais la France est pour nous la grande porte d'entrée. Nous allons commencer par une grande date à l'espace Gambidi le 21 juin. La fête de la musique. Donc c'est pour communier avec tout le monde autour de la musique. Voilà, ces artistes qui iront jouer ailleurs, ils vont d'abord présenter leur spectacle au Burkina Faso. Pour Freeman Tapili, cette tournée européenne se feront avec non seulement les artistes, mais également leur staff. Le but, selon lui, est de permettre à chaque staff d'artistes de créer un réseau de personnes du showbiz européen qui ouvrira la porte des spectacles aux artistes burkinabés dans plusieurs autres pays du monde. Chaque artiste, il va avec son manager, son producteur. Voilà, parce que c'est le business après qui doit être monté et bien ficelé. Et ça, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ça pour un artiste si ce n'est pas son staff. Voilà. Et nous espérons qu'ils vont réussir à le faire. Parce que vous savez, je ne vous apprends rien. En termes de musique, il n'y a pas de petites scènes. Et une scène appelle toujours une autre scène. En fonction de ta performance. Le Festival de la musique, c'est aussi montrer les œuvres musicales burkinabées au monde extérieur. C'est l'une des raisons qui a motivé Canal+, l'un des partenaires de cette célébration de la fête de la musique, à accompagner cet événement. Koroti Missanou, représentante du directeur général du Canal+ Burkina, a tenu à féliciter les organisateurs pour ce projet au regard de la situation nationale. Nous avons la casquette d'être partenaire numéro 1 de la culture et de révélateur des talents. Donc c'est exactement ce que toute l'équipe le comité de l'organisation fait. Et c'est pour cette raison que nous sommes venus aux côtés de cette célébration culturelle. Cette 18e édition de la fête de la musique se déroule dans un contexte de résilience et de résistance. Cependant, faire connaître et valoir la musique burkinabé à l'extérieur est le challenge à relever par les organisateurs de cette activité. Hors de chez nous au Mali, pour clore ce journal, à moins de 72 heures, le référendum prévu dimanche prochain sur tout le territoire malien est contesté par une partie de la classe politique. Ces derniers disent craindre un renforcement du pouvoir de l'exécutif à travers cette nouvelle constitution. Autrement dit, ils craignent une personnalisation du pouvoir. Les Maliens sont appelés aux urnes dimanche pour approuver ou non une nouvelle constitution. Ce référendum organisé par la junte au pouvoir est contesté par une opposition hétéroclite. Le vote est le premier organisé par les colonels depuis qu'ils ont pris le pouvoir par la force en août 2020. Ma position est claire, je ne voterai pas, car je n'ai aucune connaissance du contenu du projet de constitution et je n'ai pas cherché à le connaître. Je suis donc neutre. L'initiative de ce référendum pour une nouvelle constitution est une bonne chose.
Surtout la disposition de l'article 106 stipule que tout membre qui démissionne de son parti ou tout conseiller de la nation qui démissionne de son parti ou de l'organisation qu'il représente est déchu de son mandat. C'est comme une trahison de son parti. J'ai aimé cette nouvelle disposition. La constitution proposée fait la part belle aux forces armées. Elle met en exergue la souveraineté, mantra de la junte depuis son avènement. Elle se distingue aussi par son renforcement des pouvoirs du président. Le nouveau projet ne correspond pas aux enjeux des Malcroix. En fait, ces projets posent les jalons d'un déséquilibre entre les pouvoirs. Si, par exemple, quand on constate que le pouvoir du président est très renforcé dans la nouvelle constitution, ça donne l'image d'un homme puissant par rapport aux institutions. Et pour moi, le Mali a besoin d'un système constitué autour des institutions et non un système constitué autour d'un homme. Au-delà de la légitimité du texte, celle du scrutin fait débat. Les électeurs pourraient être empêchés de voter dans plusieurs régions en proie à l'insécurité. Et c'est la fin de cette session d'information. Merci à vous qui l'avez suivi et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir.